saviez de quoi on parle. Mon Dieu, si vous saviez, oui. Vache. Comment dit-on? Jésus, Marie-Joseph, c'est ça? C'est le cas de le dire. Vous avez entendu Sainte-Cécile, patronne d'Albi. C'est ça. Autour de cette table, François de Rugy, Françoise de Gois et Bruno Pomar et Philippe David, bien entendu. Et tout de suite, c'est le seul contre tous. Les vraies voix Sud Radio, seul contre tous. Françoise de Gois, vous dites que Jean-Luc Mélenchon ne peut pas gagner la présidentielle. Oui, alors c'est la dernière légende urbaine avec ce sondage. Alors c'est véritablement, Odoxa. comment dirais-je, c'est Odoxa. Odoxa a toujours l'art de faire des sondages qu'on a envie d'avoir et qui fracassent généralement le débat public. Je rappelle que nous sommes à 1 an, que Odoxa fait partie des sondeurs qui mettaient Éric Zemmour à 17% avec Harris Interactive. Ils aiment. Je ne dis pas du tout que c'est un sondage truqué. Je dis que Jean-Luc Mélenchon à 16%, ok, c'est un moment, c'est une photo, mais il faut faire quand même, c'est une sacrée alerte parce que on pense qu'on veut de lui, il a une proposition très carrée, très lisible face à la gauche qui est complètement dépenaillée, échevelée, tout le monde s'engueule. Vous avez Hollande qui attend la décomposition pour être l'homme le plus riche du cimetière, Raphaël Glucksmann qui espère un effet de blast avec son livre, nous en avons encore envie, je ne sais pas qui lui a donné l'idée de ce livre, objectivement, tout le monde s'engueule, etc. Et en face, vous avez une offre claire. Jean-Luc Mélenchon est à 16% dans les intentions de vote. Évidemment, toute l'armada numérique à la FI, ça y est, on est au second tour. Énorme. C'est énorme parce que c'est une armada très organisée, très huilée. Vous avez les Pink Floyd de la gauche, c'est-à-dire vraiment les beatniks, quoi. Je leur dis assez librement parce que je les connais depuis tant d'années. Vous êtes vraiment complètement, c'est le peace and love, et puis vote la machine de guerre. Néanmoins, je vais très vite en disant que je sais que plein de gens pensent ça. Je pense qu'il ne peut pas non seulement être au second tour et gagner la présidentielle. Très simple, la gauche fait 30% dans ce pays en gros, le centre fait 30% et la droite et l'extrême droite 30%. Voilà. La question est-ce que Jean-Luc Mélenchon au second tour face à Bardella a une place? Mais non, parce que vous aurez une majorité. Genre moi, par exemple, pourtant l'extrême droite pour moi est un combat. Et alors tu voteras quoi ? Je m'abstiendrai. Je fais partie des centaines de milliers de gens qui s'abstiendront absolument, qui ne donneront ni à Bardella parce que c'est hors de question, jamais d'avis, mais ni à Mélenchon. Vous verrez le nombre de gens qui feront ça. Vous avez aussi des gens qui vont décider. On va avoir des réflexes de vote complètement fous. Vous allez avoir des gens de gauche, du centre gauche, qui vont dire si Mélenchon monte trop, si le candidat social-démocrate est trop faible, ils vont propulser directement ou Attal ou le Cornu ou Édouard Philippe directement au second tour pour s'éviter le cauchemar de Jean-Luc Mélenchon. Étape 1, arriver au second tour. Étape 2, gagner, c'est impossible. Mais nous sommes dans la mythologie, nous sommes dans la légende urbaine, nous sommes dans ce que les sondeurs et les plateaux télé veulent avoir et c'est contre ça qu'il va falloir lutter parce que ça n'existe pas. Alors, je vais répondre à Françoise brièvement. Déjà, Odoxa avait mis Zemmour à 17, mais avant la guerre en Ukraine, l'IFOP, je vous le fais de mémoire, avait mis Zemmour à 16 et était au second tour. Et c'était pas Odoxa, c'était l'IFOP. Moi, je pensais, comme vous, il n'y a pas très longtemps que... Pardon, monsieur David, excusez-nous. Non, mais je peux rechercher le sondage si vous voulez. l'IFOP n'a jamais mis Zemmour au second tour. Ça, si. Jamais. Vers le 15 février 2022. À 22 ans. Ils ont fait des tests. Je vous le ressors vers le 15 février. Je vais aller rechercher dans mes sondages. Parce que je les ai gardés. Je crois tu l'as vexé là. Et donc, ça c'est le premier point. Le deuxième point, moi je pensais que la même chose. On fait des sondages avec l'IFOP sur Sud Radio. Les derniers sondages mettaient en cas de deuxième tour RN LFI. Grosso modo, 66-34. 66, un tiers, deux tiers, c'est-à-dire le score Macron-Marine Le Pen en 2017. Cependant, moi j'ai un de mes amis avec qui j'ai déjeuné il y a quelques semaines qui m'a dit, tu sais Philippe, Mélenchon peut passer. Parce que s'il est face au RN au deuxième tour, tu vas avoir droit à la grande kermesse antifasciste qui a toutes les 5 ans, mais à la puissance 3000. C'est-à-dire que tous les médias, à part certains, vont dire que si le RN gagne, c'est les camps de concentration, c'est le retour à 1933, etc., etc. Et que ça risque de faire peur aux gens qui éliraient Mélenchon à 50,5 ou 51, mais qu'il ferait passer. Donc moi je dis, pourquoi pas ? Je vois pas comment, si vous voulez, la grande kermesse fasciste, elle peut se faire quand c'est antifasciste, c'est quand il y a Bardella en face. Vous avez un diable de la République face à Jordan Bardella. Vous avez 2 diables de la République. Vous imaginez un centriste bon teint disant « Ouh là là, je vais utiliser Jean-Luc Mélenchon pour barrer Bardella ».
Vraiment, c'est inimaginable. Il faut, c'est pas parce que Mélenchon nous fait croire, vous savez, c'est une lanterne chinoise, Mélenchon. Il est pas très gros, mais en projection sur le mur, il fait immense. Il faut pas que Mélenchon nous fait croire, il est très aimable, il est gentil, il n'engage plus les journalistes, etc. Il faut pas croire qu'il va pouvoir se recycler et essorer, évidemment, tout ce qu'il a été depuis le 7 octobre, tout ce qu'il fait en termes de fracture communautaire, comme ça, en un clin d'œil et 2 clips. C'est pas possible. François de Rugy. Alors, moi, je pense que Jean-Luc Mélenchon peut être au deuxième tour de l'élection présidentielle, que c'est pas simplement un sondage. Pour moi, c'est une analyse politique plus vaste, y compris qui mesure ce qu'il a fait en 2017 et en 2022, c'est-à-dire qu'il est monté progressivement. Il est parti en campagne très tôt et il est monté progressivement. Il a siphonné peu à peu l'électorat de gauche parce que beaucoup d'électeurs de gauche se sont dit c'est un vote utile pour être au deuxième tour. Et je rappelle que si on fait la comparaison comme Françoise de Gois avec le diable Jean-Marie Le Pen des années 80-90, eh bien c'est ainsi que Jean-Marie Le Pen s'est retrouvé au deuxième tour de l'élection présidentielle de 2002. Personne n'y croyait. Lionel Jospin, le premier, ne voulait pas en parler quand des sondages commençaient à montrer cette tendance. Il y est arrivé. En effet, il a été très largement battu au deuxième tour, c'est évident. 18. Je pense que Jean-Luc Mélenchon serait sans doute assez largement battu au deuxième tour de 2027. Mais néanmoins, la question qui se pose, et je trouve qu'à travers ce sondage, au moins ça amène un débat, l'enjeu de l'élection présidentielle de 2027, de l'année prochaine, est-ce que c'est d'avoir au deuxième tour un débat entre Jean-Luc Mélenchon et Jordan Bardella ou Marine Le Pen, ou est-ce qu'on peut encore avoir une autre voie d'espoir? Parce que moi, je pense que c'est une voie d'espoir pour l'économie, pour le social, pour la démocratie, pour les valeurs républicaines comme pour l'écologie. Moi j'ai un doute, malgré ce que dit Françoise, son analyse est pertinente, mais quand on voit la machine de guerre qu'ils ont mis en place, les Français, on est des bœufs, je me mets dedans quand je dis ça. On regarde les réseaux sociaux, on regarde ça, une machine de communication qui est énorme. On a vu LFI prendre des villes carrément. Bon, 93,7, c'est pas les 35 000 communes de France, les villes. Et donc c'est quand même, ça reste inquiétant. Et je pense que il y aurait peut-être une possibilité, un passage à un moment donné, tu l'as dit, à limite, pour qu'un gars comme Mélenchon puisse passer. Ça serait la bérésina totale. Mais quand on voit la pression que mettent les militants ou les leaders là qu'on voit toute la journée sur les réseaux, ils sont plus sur les réseaux et à la télé qu'à l'Assemblée nationale d'ailleurs, en train de nous expliquer que si le RN arrive au pouvoir, ça va être la guerre. Et on va foutre le bordel. Madame Panot le dit elle-même, on va mettre le bordel parce qu'on reconnaîtra pas ce vote. C'est pour ça que c'est quand même assez inquiétant. Moi, je suis assez interrogatif sur le résultat. Merci beaucoup, Françoise. François de Rugy, sur un autre ton, vive la climatisation, une solution doublement écologique. Oui, je voulais revenir sur ce sujet parce qu'on est en pleine canicule, grosse chaleur. C'est totalement inédit d'avoir une telle chaleur au mois de mai. Et ce qui prouve que avec le réchauffement climatique, on va être soumis à ce problème pas simplement au cœur de l'été, mais sans doute sur une probabilité de 4 mois dans un pays comme la France, mai, juin, juillet, août, septembre. Et je pense que face à ça, il faut des solutions d'adaptation. Bien sûr, il faut continuer à lutter contre les causes du réchauffement climatique et lutter contre les émissions de gaz à effet de serre, mais il faut aussi s'adapter aux effets du réchauffement climatique qui sont là. Et parmi les outils d'adaptation, il y a la climatisation. Or, aujourd'hui, la climatisation est brocardée à la fois par un certain nombre de forces politiques. On se souvient l'année dernière, Marine Tondelier, Sandrine Rousseau, Mathilde Panot disent c'est pas une solution, c'est un problème. Disent que ça crée du réchauffement, ce qui est faux. Disent que ça va créer des émissions de gaz à effet de serre. Alors c'est vrai qu'autrefois il y avait des climatisations avec des circuits qui fuyaient, mais comme il peut y avoir des vieux réfrigérateurs qui fuient et qui en effet produisent un gaz qui a un gros potentiel d'effet de serre, ou dans des pays où on produit l'électricité avec du charbon, du gaz ou du pétrole, ce qui n'est pas le cas en France. Et en France, quand je dis c'est doublement écologique, c'est à la fois parce que c'est un outil d'adaptation au réchauffement climatique, mais c'est aussi parce que ça permet d'utiliser l'électricité, les surplus d'électricité que l'on a en France, que l'on produit, ou parfois même que l'on s'interdit de produire, à la fois avec nos centrales nucléaires et les énergies renouvelables. Et ça, c'est surtout le vrai en été. D'ailleurs, c'est le cas actuellement, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus d'électricité qu'on en consomme, et donc les climatiseurs, à ce moment-là, viendraient aussi consommer une électricité décarbonée et made in France. Françoise. Ouais, moi je suis assez d'accord avec l'idée de la climatisation, même si j'aimerais qu'on reprenne toutes les techniques, notamment quand j'avais été au Chili, j'avais été frappé par la capacité à garder les maisons fraîches, parce que c'est les techniques des Indiens Mapuche, etc. Et si on pouvait revenir à ça, avec des briques qui en réalité gardent la chaleur en hiver, avec des techniques modernes, si on pouvait arriver à cela, ce serait vraiment extraordinaire. Sur la construction à venir. Bien sûr, mais je pense qu'on est dans un déficit, moi, on vient tous d'un pays, par exemple les Hautes-Pyrénées,
randonnée, la montagne, etc. Il n'y a pas un seul magasin quasiment où il y a des climatisations parce que ça n'est pas la culture et tout le monde maintenant va en mettre parce que, écoutez, à l'heure où je vous parle, chez moi, Argelès-Gazost, il fait 35 degrés aujourd'hui, 36 degrés et que ça redescend pas la nuit et que l'isotherme au pic du Midi qui est chez moi, maintenant il est à 5000 mètres alors que le pic du Midi, vous pouvez pas arriver en haut, il faisait moins 10, moins 15, c'est terminé. Donc on va changer de mœurs et la réalité c'est que je vois pas mieux que la climatisation, au moins dans la transition. Alors moi je suis très étonné de François de Rugy, c'est un écologiste, donc et les écologistes j'ai l'impression on ne sait pas où ils sont en fait dans leur raisonnement. J'entends dire que la clim est formidable. Bon, je ne vois pas en quoi. Ça crée quand même de la pollution, quoi qu'on dise. Non, mais quelle pollution? Ça ne crée pas de pollution. Moi, chez moi, cher François, c'est l'image qu'on lui a collée. J'ai un ventilateur et ça va très bien, ça marche très bien. Donc je vois pas. Ça n'a pas le même effet. Oui, pas le même effet. Vous racontiez à tout le monde et à nos auditeurs qu'il faut utiliser à tout va la technologie qui est disponible. D'accord. Et vous considérez-vous que c'est écolo ça? C'est plus écolo que de ne rien faire. Pourquoi est-ce que ventilateur simple, mon cher? Non, parce qu'à ce moment-là, on ne se chauffe pas en hiver. Tout le monde trouve ça normal. Et heureusement, c'est même presque un droit de se chauffer en hiver quand il fait très froid. Et bizarrement, les mêmes qui défendent ça pour l'hiver ne le défendent pas pour l'été. Pourquoi ? Parce qu'en fait, en France, nous n'étions pas habitués, et Françoise de Gois vient de le rappeler, on est un pays plutôt tempéré, à part le bassin méditerranéen. Donc on n'était pas habitué aux grosses chaleurs. Et maintenant, ça devient récurrent sur des périodes plus longues et quasiment sur toute la France. Vous avez vu qu'en ce moment, c'est le nord-ouest de la France qui est touché. Il y a une alerte. Donc ça va devenir un droit dans les deux sens. Un droit, je ne sais pas, mais en plus, on a un système, je ne vais pas rentrer dans la technique, mais c'est simple, il y a beaucoup de gens qui comprennent parce qu'ils en ont déjà. C'est ce qu'on appelle les pompes à chaleur réversibles. C'est-à-dire ça produit du chaud en hiver. Et ça produit du frais, on va pas dire du froid, mais du frais en été. Et non seulement c'est valable pour les habitations, mais pour les bureaux. Il y a quand même des tas d'endroits où, évidemment, on ne peut plus travailler quand il y a une certaine température. Alors, je ne parle pas de l'extérieur, bien sûr, où là, on ne pourra rien faire. Mais pour les gens qui travaillent dans des bureaux. D'ailleurs, je constate que dans les voitures, on ne vend plus une seule voiture aujourd'hui sans climatisation. Les transports en commun, on demande qu'il y ait de la climatisation dedans, et c'est normal. Et pourquoi on n'en voudrait pas, comme un certain nombre, pour moi, d'écolos intégristes décroissants, c'est uniquement parce qu'ils sont pour la décroissance. Sinon, il n'y a aucune raison. Les meilleurs amis des panneaux solaires photovoltaïques, aujourd'hui, ce sont les climatiseurs. C'est normal, ils se font financer leurs ONG. Mais en même temps, dans la voiture, oui, c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Ah non, mais c'est vrai, vous avez raison. C'est la pire escroquerie de la vie. Ces mouvements écologistes. Bon. Enfin, non, mais si, je m'adresse à François. Ah oui, d'accord. C'est certaines ONG. Bien sûr. Vous le savez, François de Rugy. Non, arrêtez avec nous, ça allait très bien. Moi, ce qui me gêne dans les voitures, c'est, vous dites, on fout la clim, mais vous augmentez de 10 à 15% la consommation de votre bagnole aussi. Oui. Il y a un peu d'énergie. C'est pour ça que je dis qu'en France, les pompes à chaleur réversibles ou les climatiseurs consomment une électricité que l'on a. Si on ne l'avait pas ou qu'on devait la produire en brûlant du pétrole, du gaz ou du charbon, ce ne serait pas une bonne chose, évidemment. C'est bien pour ça que moi, je suis pour la clim en France, mais je suis contre la clim en Allemagne, je suis contre la clim en Pologne, je suis contre la clim en Chine, parce que leur électricité, elle est au charbon. Donc, elle est massivement productrice de CO2. Moi, je dis, si vous voulez la clim, mettez le nucléaire. Je suis même très content que la France fabrique et livre les centrales dans ces pays-là. La clim au nucléaire, ou alors au renouvelable, l'éolien, solaire, marine-motrice, etc. Oui, au charbon ou à la lignite, alors là, certainement pas. Sinon, Bruno Pomar, je peux faire couper la clim, là, si vous voulez. Si vous voulez, mais moi, je suis d'accord, mais visiblement, Françoise de Gois ne sera pas d'accord avec moi. Bien sûr. Vous avez vu qu'on a réagi quand j'ai dit que les ONG étaient financées par le Soros et toute la clique là-bas aux États-Unis. Alors, c'est très bien, Soros. Écoutez, arrêtez de taper sur arrêtez de taper sur Gates. La vérité, Françoise de Gois, mais arrêtez de taper sur Gates. Arrêtez, c'est quoi votre complotisme? C'est parti. Allez, Soros, le grand méchant. On parlait là juste de la clim. L'adaptation au réchauffement climatique. C'est un vrai sujet. Je pense que la clim, vraiment massive, vraiment, même avec une aide à la climatisation. Françoise, le problème, c'est que je pense que Bruno Pomar a pris un coup de chaud. Non, mais on va lui envoyer moi, sinon, j'ai une solution. La réalité, c'est ça, c'est-à-dire l'utiliser comme transition d'adaptation, puisque de toute façon, nous allons vers plus 2, plus 3, plus 4 degrés. Moi, j'ai une solution qui m'a été envoyée par texto par Philippe Bilger. On peut retirer certains de nos vêtements. Pas tous. Ça remplace la clim. Enfin, certains, j'ai dit. Il faut aller au Cap d'Agde.
Gaffe au coup de Mais le soleil problème, quand c'est même. que quand les filles enlèvent leurs vêtements, les hommes deviennent beaucoup plus chauds. Donc ça n'a aucun intérêt. Ça n'a aucun intérêt. En revanche, on devrait peut-être faire l'inverse. C'est peut-être les garçons qui devraient se déshabiller. Et là, Peut-être ça que- me refroidit tout de écoutez, suite. Ah, ça va nous refroidir. Je vous montre l'exemple. Les fuites C'est frigorigènes. Oui, mais lorsqu'il y a des fuites dans les systèmes de climatisation, or aujourd'hui les climatiseurs Oui. qui sont vendus en Bon. France sont fiables et sont de bonne qualité. Et sans Et moi, CFC, ce qui les me gaz. frappe, et si je peux juste Non, dire quelques on secondes, change d'acte, c'est c'est que excellent. les Verts français et un certain nombre de mouvements de gauche et ONG en effet sont contre la climatisation parce que comme j'ai l'impression que il faut punir les gens. Vous êtes responsable du réchauffement climatique, Non, et bien non, vous c'est le pas ça, subirez c'est pas ça, avec c'est pas le ça, fait c'est d'avoir pas trop C'est chaud en bon, été. c'est bon bon, sens, c'est bon, en fait, c'est bon, du c'est bon bon. sens français, voilà. C'est bon. Allez, dans un instant, l'info en plus. On va revenir sur ces plusieurs trains qui ont Tu suivi peux arrêter le hier. café de comptoir là. Jusqu'à 8 heures de retard sur la ligne à grande vitesse. Et je peux vous assurer qu'ils auraient adoré la clim. À tout de suite.